pas qu'on passerait autant de temps à la rééditer que ceux qui ont créé la revue à la faire, parce que Midi Minuit c'est 62, 72, 73 grosso modo, même 71 en réalité si on prend le dernier numéro publié. Et nous effectivement on s'est lancé en 2011 et on achève là la réédition intégrale en 2021. En réalité moi je pensais qu'on allait mettre 4 ans pour faire ça, d'ailleurs même 3 ans en fait pour être tout à fait précis, parce que ce qu'on pensait faire à la base c'était tout en 3 tomes et un tome par an, c'était ça qu'on s'était dit avec Guy Astic de Rouge Profond. Et jamais j'aurais imaginé que ça prendrait autant de temps, et c'est vrai qu'en 10 ans c'est carrément une tranche de vie en fait. Voilà, en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des rencontres fabuleuses avec Edith Scom, qui a été vraiment la marraine de cette intégrale, qui nous a soutenus dès le début et qui nous a quittés maintenant il y a déjà 2 ans, hélas. Il y a eu la rencontre avec Barbara Steele, qui a été aussi incroyable, qui a été la 2e marraine de cette intégrale et qui nous a soutenus jusqu'au bout. Il y a eu la rencontre avec John Landis, qui est le préfacier de ce volume 4. Et puis aussi en 10 ans, il y a des gens qui nous ont quittés, Michel Camp, voilà, avec qui on s'était lancé tous les deux, on s'était associés tous les deux sur cette intégrale, et lui il nous a quittés peu de temps après la sortie du volume 1, fin 2014, ça fait déjà il y a 7 ans, et puis beaucoup plus récemment Jean-Claude Romer au mois de mai dernier. Jean-Claude, pour moi c'est une grande tristesse bien sûr, parce que j'aurais aimé qu'il voit enfin fini cette intégrale, qu'il puisse voir enfin les 4 volumes réunis. Et quelques jours avant sa disparition, je l'ai eu au téléphone, parce que on venait de finaliser la couverture du volume 4, et comme il n'avait pas internet, je sais pas si c'était une intuition de ma part, mais j'ai senti qu'il fallait que je l'envoie très vite par la poste. Et donc je lui avais fait un courrier avec une reproduction de la couverture, et il m'avait appelé vraiment 3 jours avant qu'il ne meure. Et oui, voilà, le lundi, donc au téléphone, il était encore une fois extrêmement enthousiaste, il était très heureux de la couverture, il était surtout très heureux de ce qui allait se passer au Forum des Images avec cette grande rétrospective dédiée à Midi Minuit, et surtout par le fait qu'on allait enfin éditer le fameux numéro perdu. Lui il parlait tout le temps du mystère du numéro perdu, c'était vraiment sa manière de présenter les choses. Pour lui c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, parce que pendant je dirais 50 ans, il n'avait jamais abandonné l'idée qu'un jour ce numéro puisse exister sous une forme ou sous une autre. Et donc il savait que là, dans ce volume-là, le 4e et dernier volume, on allait enfin finaliser ce numéro perdu sous la forme d'un numéro 25, 26, numéro double. Mais ça a été une longue enquête pour venir à bout du mystère du numéro perdu. Moi j'ai toujours vu ce projet cette intégrale Midi Minuit comme une renaissance en fait de Midi Minuit, une renaissance par d'autres moyens aujourd'hui, en transmettant la chose à un public cinéphile autre, enfin en tout cas une nouvelle génération qui n'avait pas eu accès au numéro jusque-là. Il y a toujours eu cette idée de démocratisation de la chose, parce que c'est vrai que la collection elle était hors de prix quand on arrivait à trouver quelques rares numéros sur les sites de revente sur internet, et nous on avait à cœur enfin de pouvoir redonner toute cette collection à un prix beaucoup plus modeste que ce qui se pratiquait jusque là. Et donc c'est vrai que il y a d'un côté la mélancolie, parce que voilà, maintenant personnellement moi je vais passer à autre chose, mais en même temps je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on fête vraiment Midi Minuit, notamment avec la rétrospective, notamment avec le fait qu'on a enfin accès à toutes ces collections, à toute cette collection. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Je suppose qu'en fait ça va avoir
plein de conséquences même que je n'imagine pas, c'est-à-dire que plein de gens peuvent s'en saisir aujourd'hui, imaginer des choses à partir de ça, ça peut être une source d'inspiration pour des tas d'autres choses hyper excitantes dans le futur, que ce soit, je sais pas, peut-être au cinéma, dans la presse, dans l'édition. Pas de baby blues après midi minuit, pas de sensation, bon je doute que tu as d'autres projets, mais on va en parler aussi, mais pas de sensation un peu de vide, de manque, non? Bah, en ce qui me concerne, non, pas de baby blues, parce que maintenant il n'y a que les bonnes choses, c'est-à-dire que autant ça a été infernal en termes de travail pour terminer le volume 4 à temps, parce qu'il y avait vraiment la date du Forum des images qui faisait que il était hors de question de ne pas être prêt avec le volume 4 pour la rétrospective. Donc ça a été des nuits, des jours, des semaines, des vacances, des week-ends à ne faire que ça. Et là en l'occurrence, oui, pas de baby blues, parce que il n'y a plus que les bonnes choses en fait. Il y a des films à présenter, il y a des dédicaces, il y a des lecteurs à rencontrer. En fait, je suis très à l'aise avec la notion de promo, parce que finalement faire un livre, c'est quand même quelque chose de très solitaire. On se retrouve seul chez soi, voilà, à travailler seul. Et tout le plaisir, finalement, c'est dans les rencontres qui ont lieu après. Et là, je pense que tout 2022, ça va être ça, essentiellement. Donc bien sûr, là, en ce moment, c'est le Forum des images, mais je pense qu'on va très probablement proposer l'exposition qu'on organisait là-bas à d'autres institutions. Donc, elle est amenée à voyager, cette exposition. Donc, il y aura sans doute d'autres programmations, d'autres rétrospectives, ou en tout cas des soirées ponctuelles midi-minuit. Donc je pense qu'au contraire, là on va être sur 2022, sur une année pleinement midi-minuiste, et pour quelques temps encore, et donc je compte surtout profiter de tout ça et de la joie que tout ça peut procurer. Donc non, pas de baby blues du tout. Là-dessus, pas de mélancolie du tout. C'est le Forum des images qui m'a approché il y a 1 an pour ce projet de rétrospective et d'exposition Midi Minuit Fantastique. Alors évidemment, moi j'étais hyper enthousiaste, parce que c'est toujours formidable d'avoir quelque chose qui accompagne le lancement d'un livre, ça c'est une chose. Et puis au-delà de ça, c'était vraiment, c'est plus que l'accompagnement d'un livre, c'est aussi un événement en soi. C'était vraiment quelque chose qui pour moi actait la renaissance de Midi Minuit. Ce qu'on a tenu à faire en termes de choix sur la programmation, parce que j'étais pour le coup vraiment associé à la programmation, c'était à la fois de se focaliser sur les films emblématiques de Midi Minuit qui sont sortis au moment où la revue existait, donc vraiment se concentrer sur les années 60 et 70, et en même temps de chercher un petit peu l'héritage du regard midi minuiste dans le cinéma actuel, voilà, et notamment dans le cinéma français. Alors pour les années 60, bah, c'est très simple, on a été du côté de la Hammer, on en a choisi 3, c'est-à-dire les 2 premiers vraiment hyper emblématique, Le Cauchemar de Dracula et La Revanche de Frankenstein, et un Hammer plus tardif, Dr Jekyll et Sister Hyde, pour illustrer le fait que la revue était restée vraiment fidèle à la Hammer tout au long de son existence, et pour une raison évidente, c'est que la cinéphilie fantastique telle que l'envisageait Midi Minuit, c'est vraiment le goût allié des mythes et de la subversion, et Sister Hyde, c'est vraiment, on est vraiment toujours là-dedans, 10 ans, enfin 12-13 ans après Le Cauchemar de Dracula, ça c'était évident. Je voulais aussi qu'on programme des films qu'en général on oublie un petit peu quand on parle du cinéma d'horreur britannique, et qui sont pourtant extrêmement importants, et qui étaient vraiment au cœur du fameux numéro 8, Érotisme et épouvante dans le cinéma anglais, le fameux numéro qui a subi un petit peu les foudres de la censure sans être interdit, hein, on était un petit peu dans un entre-deux à ce moment-là, et donc je voulais qu'on programme L'impasse aux violences de John Ging avec Peter Cushing sur la fameuse affaire des résurrectionnistes Burke and Hare. Je voulais qu'on passe Jack l'Éventreur, toujours produit par, et là pour le coup réalisé par Monty Berman et Robert S. Baker. Je voulais qu'on passe Le sang du vampire, qui a été récemment restauré enfin dans sa version la plus intégrale possible, avec ces fameux plans qu'on avait vus en gros que dans la version dite continentale en France, des scènes de violence et des scènes équivoques, enfin qui traduisaient vraiment un érotisme propre vraiment au cinéma anglais de l'époque, c'est-à-dire quelque chose très porté sur le sadomasochisme, en tout cas sur une vision sadienne des choses. Donc il y a ces 3 films-là, très importants. On voulait bien sûr Le Voyeur de Michael Powell, alors là qui était vraiment le film
vraiment au cœur du numéro 8 de Midi Minuit. Les Midi Minuistes s'identifiaient aux voyeurs de Michael Powell. Il y avait vraiment cette espèce de provocation chez eux dans leurs textes, dans leurs photos, parfois prises même dans l'enceinte du Midi Minuit, une manière de s'identifier aux serial killers, et derrière cette espèce de provocation en forme de bras d'honneur anarchiste, il y avait une manière de, quelque part, d'aller au bout de ce statut de revue manifeste qui était Midi Minuit, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le cinéma d'épouvante ne relève absolument pas de ces arts d'assouvissement tels que André de Malraux les dénonçait, mais relève en fait d'un art de la sublimation. Voilà, c'est ce qui se passe dans le regard de Mark Lewis quand il trucide ses victimes et qu'il les filme et qu'il se repasse les films dans sa cabine de projection privée, et c'est ce qui se passe dans le regard Midi Minuiste quand finalement ils écrivent des textes presque poétiques sur Fischer, sur Michael Powell, sur Mario Bava, etc. quoi. Impossible de ne pas passer Le Masque du Démon avec Barbara Steele, l'icône absolue de la revue. Le Masque du Démon qui avait ouvert lors du premier tome. On avait fait l'ouverture, c'était pour le volume 2 au Champeau, on l'avait passé. Ouais, on avait passé effectivement le Masque du Démon à cette occasion-là. Qu'est-ce qu'on passe d'autre? Un Jess Franco. Alors on aurait pu passer l'horrible Dr Orloff qui avait été un film très important pour la revue, mais j'ai tenu à ce qu'on passe finalement un film plus tardif dont Midi Minuit n'a jamais parlé. Alors c'est une totale subjectivité de ma part, c'est Venus in Furs qui est mon Franco préféré, qui est un film que j'adore, qui ouvre Franco au psychédélisme, je dirais, et qui en même temps vraiment est une merveille sur le plan du travail du son, de l'image. C'est une espèce de biographie rêvée de Chet Baker, mais qui rencontre la nouvelle de Sacher Masoch, donc La Vénus à la fourrure. C'est un film fantastique, solaire, absolument sidérant, et on est déjà un petit peu dans ce qu'on va adorer plus tard chez David Lynch. En fait, c'est d'une modernité folle, et puis à titre personnel, ça a été un film très important pour moi à un moment donné, notamment après le Bataclan. Voilà. Et donc voilà, très subjectivement, je voulais qu'on passe ce film aussi. On passe aussi des films plus rares, comme Jeu de massacre d'Alain Gessua, qui est un film totalement Midi Minuiste, au point d'utiliser des planches de BD de Guy Pellart, qui éditait au même moment Eric Losfeld, l'éditeur de Midi Minuit. Donc puis il y a tout un travail sur l'imaginaire, sur le rapport à l'imaginaire, qui est au cœur des questionnements de Midi Minuit à cette époque-là. Donc voilà, ça semblait évident de passer ça. Pour les films plus modernes, on a été du côté de Yann Gonzalez, de Bertrand Mandico, de Julia Ducournau, qui dans la manière d'aborder le genre, justement explose tous les codes finalement, et ça c'est vraiment une définition du midi minuisme au cinéma, parce que quand je parle du midi minuisme au cinéma, là je fais référence pour le coup à tout ce travail dans le court métrage dans les années 60. Il y a eu un âge d'or du court métrage midi minuiste, un âge d'or du court métrage fantastique qu'on a essayé vraiment de documenter avec tous les DVD qui accompagnent chacun des volumes de notre intégrale. Et c'est vrai, quand on regarde le travail de Bertrand, quand on regarde le travail de Yann, de Julia, il y a cette espèce de liberté dans la manière d'aborder l'imaginaire, le fantastique, voire le genre, une manière de s'affranchir de toutes les règles et d'offrir quelque chose d'éminemment personnel, et la clé c'est vraiment à chaque fois la toute-puissance de l'imaginaire. Il y a une foi là-dedans qui fait d'eux, à mon sens, un peu les héritiers de Midi Minuit. Voilà. On a prévu également des séances de court-métrage, ça me paraissait très important que les films qu'on a retrouvés ces 10 dernières années, parce que ça a été des enquêtes folles, que ce soit sur le Dracula ombre chinoise de Jean Boulet, Fantasmagorie et quelques autres films de cette nature où ça a été presque de l'archéologie. Ça me semblait très important, non seulement bien sûr les proposer dans les DVD avec l'intégrale, mais de pouvoir les voir sur grand écran. Donc on a deux séances, une séance qu'on a intitulée Les frissons de Midi Minuit, comme le DVD du volume 4, et une autre séance qu'on a appelée Les cauchemars du Midi Minuit, comme le DVD du volume 2. Et c'est vrai que par exemple que voir le Dracula ombre chinoise de Boulet ou Fantasmagorie sur grand écran, c'est vraiment prendre pleine conscience que ce sont deux chefs-d'œuvre. Vraiment, pour moi, indiscutablement, ce sont des films dont l'impact est décuplé vraiment par le grand écran et révèlent toute leur puissance. Et ça me semblait vraiment très important de pouvoir montrer ça au public.
Et quant à l'expo, alors là, ça a été source de questionnement pour ma part, parce que on m'a demandé donc d'organiser une expo qui raconte l'histoire de Midi Minuit, qui nous dise ce que c'est que le midi-minuisme. Et la question, c'était vraiment comment faire l'expérience d'une revue, mais par d'autres moyens, parce qu'il ne s'agissait pas de montrer des pages de la revue, il ne s'agissait pas de montrer des pages du livre. Et donc l'idée, ça a été vraiment essentiellement de travailler sur la photographie, notamment de films évidemment emblématiques de la revue, mais pas simplement en faisant un kaléidoscope, une compilation des films préférés de la revue, mais en créant vraiment des associations d'images, c'est-à-dire d'essayer de reproduire l'expérience qui était celle proposée par Midi Minuit dans les longs tunnels de photos. Il y a toujours eu des travaux d'association d'images sur des doubles pages, parfois de rencontres, comme les appelait Jean Boulet, entre deux âges du cinéma, ou entre par exemple cinéma et peinture, ou cinéma et bande dessinée. Donc on a essayé vraiment de travailler là-dessus pour à la fois raconter l'histoire de la revue, à la fois expliquer ce qu'elle était en différents thèmes, voilà, et puis en proposant également une partie vidéo, ça me semblait assez important aussi, c'est-à-dire qu'on a proposé à différentes personnalités de lire des textes Midi-Minuit. Donc on a Jean-Pierre Bouixou ou Jean-Pierre Dionnet lisant des textes de Jean Boulet, on a Yvonne Monlaure qu'on avait filmé en 2013, quelques années avant sa disparition, en train de lire un texte à propos des maîtresses de Dracula, signé Michel Caen. On a Geneviève Caen en train de lire sa propre critique de Vierge pour le bourreau, un texte très drôle qu'elle avait sous-titré Les demi-vierges, tout un programme. Voilà, on a toutes sortes de lectures comme ça, et c'était donc une manière vraiment d'essayer de rendre vivant Midi Minuit, mais par d'autres moyens dans le cadre de l'exposition. Le contenu du volume 4, c'est essentiellement les dernières années de Midi Minuit, c'est-à-dire que ça court du numéro 18-19 qui était sorti à l'hiver 67-68 jusqu'au numéro donc perdu et retrouvé enfin, donc le numéro 25-26 daté de l'été 73. Pour commencer, il y a d'abord une préface de John Landis. Alors ça a été une très belle rencontre pour moi. Je l'ai rencontré à Strasbourg il y a 3 ans, au cours d'une séance de presse, un matin où il n'y avait que 2 personnes dans la salle. Il y avait lui, il y avait moi. C'est donc une chance folle. En fait, on m'avait prévenu, donc c'était un petit peu un traquenard. J'avais prévu mon coup. J'étais venu avec un volume 3 dont la couverture était Raquel Welch crucifiée. Je savais que ça ferait un certain effet, cette photo. J'offre le livre à John Landis. Lui, il me fait un regard... c'est pas moi qui l'adresse le regard, c'est plutôt Raquel Welch, et c'est littéralement les yeux qui sortent de leur orbite. On aurait dit le loup de Tex Avery, c'était un peu ça. Je me retrouve dans cette situation complètement dingue où il me demande de lui dédicacer le livre. Alors là, c'est vraiment le monde à l'envers. Je lui fais ses dédicaces où je lui explique qu'en gros, j'ai découvert le cinéma et la musique grâce à lui, parce que le premier film que j'ai vu à l'âge de 3 ans, c'était les Blues Brothers. Et là, j'enchaîne. Du coup, il y a un volume 4, j'aimerais beaucoup que ce soit vous qui préfaciez le volume, et il me répond très simplement: vous m'envoyez le 1 et le 2 chez moi à Los Angeles, et ok, pas de problème, je vous fais la dédicace du volume 4. Alors ça a été formidable parce qu'effectivement il a tenu parole, il m'a envoyé un texte extrêmement savoureux, très drôle, où il explique notamment que Midi Minuit c'était déjà un objet de collection pour lui quand il était gamin et qu'il arpentait les rues à Hollywood Boulevard dans les années 60, qu'il collectionnait les numéros de la revue sans d'ailleurs pouvoir lire un traître mot de français, donc il n'a jamais compris ce qui était écrit à l'intérieur, mais ça lui semblait très important. Les numéros de Midi Minuit, donc du 18-19 jusqu'au numéro 25-26, c'est vraiment la période finale de Midi Minuit, et c'est une période que moi j'avais à cœur de réhabiliter, parce que à l'époque les amateurs de Midi Minuit, ça a été un moment où ils ont souvent moins saisi ce qui se passait, ils ont moins saisi les choix éditoriaux de la revue. C'est l'époque où en gros l'écran fantastique va apparaître en 69, ou Mad Movies va apparaître en 72, et du point de vue de cette nouvelle génération de cinéphiles, ou de ceux qui avaient suivi Midi Minuit depuis le début, on s'éloignait peut-être un petit peu trop des classiques, c'est-à-dire des monstres du bestiaire habituel de la Universal, de la Hammer, les vampires, les loups-garous, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que par exemple la création de l'écran fantastique, c'était une réaction un petit peu de gardien du temps, de retour au classicisme, quelque chose un peu comme ça. Et
En fait, quand on prend ces numéros aujourd'hui, quand on les regarde objectivement, on s'aperçoit qu'en fait ils étaient totalement d'avant-garde et qu'ils ont épousé vraiment avec des années d'avance les évolutions les évolutions du cinéma de genre en fait. On vit complètement dans l'héritage aujourd'hui de ces dernières années de Midi Minuit. En fait, c'est une époque foisonnante pour Midi Minuit. On défend à la fois un certain cinéma d'auteur qui peut être celui de la nouvelle vague, donc Godard avec Alphaville, Truffaut avec Fahrenheit 451, ce genre de choses. On va défendre en même temps toujours le cinéma bis, hein, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'abandonner la Hammer, d'abandonner Mario Bava, d'abandonner tout ce pan de cinéma, mais en même temps on va vraiment chercher le fantastique partout où il est, et on va par exemple jusqu'au Japon, où quelqu'un comme Roland Le Thème va faire des grands entretiens 30 ans avant tout le monde avec Seijun Suzuki, notamment par rapport à la barrière de chair qu'on programme d'ailleurs au Forum des Images, ça j'y tenais aussi, mais également avec Koji Wakamatsu, avec Inoshiro Honda, voilà, donc il y a vraiment un tropisme japonais très très fort dans ces derniers volumes. On touche vraiment à l'actualité aujourd'hui du cinéma de genre. Aujourd'hui on sait que c'est vraiment quelque chose de très important, le Japon à ce niveau-là, et les dernières années Midi Minuit, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement foisonnant. On entremêle les arts, la bande dessinée, les arts graphiques, la littérature. Il y a des choses qui vont carrément vers expérimental. On a des extraits de livres également d'Eric Losfeld qui sont importants. Je pense à la monnaie vivante de Pierre Klosowski, avec ses dessins, avec ses photos de Pierre Zucca qui sont extrêmement impressionnantes. Et c'est vraiment une revue à son sommet en fait. Dans ces années-là. Alors certes, elle subit les foudres de la censure en fait c'est son éditeur Eric Losfeld qui est largement visé par les autorités, et donc il y a ce moment-là en 1968 lorsque le numéro 20 sort, où pour la première fois Midi Minuit est interdit de vente aux mineurs, ce qui va quasiment provoquer sa faillite. Il va y avoir 1 an et demi pendant lesquels il n'y a aucun numéro de Midi Minuit de publié. Eric Losfeld va trouver des nouvelles sources de financement en 70 qui va permettre à nouveau une régularité de la publication. Il y aura 4 numéros cette année-là, et puis à nouveau les autorités décident de sévir. Là on ne vise plus Midi Minuit en tant que tel, mais on vise vraiment l'éditeur directement. Il va être victime d'un certain nombre d'interdictions, d'abord pour ses publications érotiques, ensuite il va être condamné pour récidive parce qu'il va être soumis à la loi sur le dépôt préalable, qui est une loi scélérate qui en gros fait que lorsqu'un éditeur a déjà subi une interdiction, il est obligé de présenter devant le comité de censure tout autre ouvrage de même nature, mais l'ouvrage une fois fini, c'est-à-dire avec tous les frais engagés pour son impression. Ce qui fait que là, il y a 2 possibilités, où l'éditeur refuse de soumettre l'ouvrage à la censure, ce que faisait Eric Losfeld en expliquant, mais moi tous mes livres sont des livres originaux, donc ils ne sont pas de même nature. Et là, il pouvait se mettre en tort et subir de nouvelles condamnations pour récidive, donc chose encore plus grave. Ou alors, au contraire, il reconnaissait que l'ouvrage était de même nature, mais s'il est de même nature, donc ça supposait de l'interdire à nouveau. Donc, quadrature du cercle. Chose impossible, et donc Eric Losfeld s'est retrouvé avec de multiples condamnations. Il a dû payer des amendes exorbitantes, il a été déchu de ses droits civiques pendant 5 ans, c'est quand même inouï quand on y pense, au début des années 70, on pourrait croire qu'avec mai 68, la bataille culturelle est gagnée. C'est vrai que la bataille culturelle est gagnée, puisque Midi Minuit à ce moment-là a réussi à imposer ses vues, a réussi à créer une nouvelle génération de cinéphiles fantastiques, a réussi à imposer ses grands auteurs clés à des revues comme les Cahiers du cinéma ou Positif, hein, c'est le moment où Terence Fisher va être défendu comme un grand auteur moderne sous la plume de Serge Danet par exemple, mais en même temps ceux qui avaient le pouvoir, qui étaient dans les bureaux du comité de censure, dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, mai 68 ou pas, ils sont toujours en place après 68, voilà, ils sont toujours en place dans les bureaux, et donc les vieux cons ont toujours le pouvoir, et leur velléité d'interdire sont toujours là. Et manifestement il y avait vraiment une envie de régler son compte à Eric Losfeld qui a fini par marcher. Le DVD de ce numéro, de ce volume 4 est à nouveau extrêmement fourni. On a 8 courts-métrages, un documentaire. Le documentaire, en fait, depuis 10 ans, on a tourné plein d'entretiens avec les uns et les autres, et on a tenu avec Erwan Legac à faire un documentaire qui, ce coup-ci, donnait la parole aux Midi Minuit. On appelait ça MMF par les Midi Minuit. Moi, ça fait 10 ans que j'arrête pas de raconter l'histoire de Midi Minuit, et là, quelque part, ce coup-ci, je voulais m'effacer en fait derrière la parole des Midi Minuit eux-mêmes, donc on peut retrouver Michel Camp, Jean-Claude Romer, Raphaël Maranjuv, voilà,
trois personnes qui ont disparu depuis les entretiens, et on tenait à leur rendre hommage, mais également Geneviève Camp, Gérard Laine, Noël Simsolo et bien d'autres, donc qui racontent la saga Midi Minuit sur 1 heure. Donc pour moi c'était très émouvant de retrouver toutes ces figures, parce que c'est vraiment voilà, un travail de 10 ans, et c'est très étonnant même de le voir finalisé sous cette forme-là, avec ce documentaire. Parmi les 8 courts-métrages, alors là il y a Les Trésors, Insomnie de Pierre Etex. Je me demandais si ça allait être facile d'intégrer le film à cette anthologie de courts-métrages. C'est un film de vampire merveilleux, vraiment à mettre au panthéon du cinéma des vampires. Pierre Etex nous a quittés en 2016, j'ai contacté sa femme, Odile Etex, sur les bons conseils d'Éric Leroy du CNC. Alors moi je me demandais comment elle allait répondre à notre demande. Et ça a été un moment assez extraordinaire au téléphone. La première chose qu'elle m'a dit, c'est formidable, mais on se demandait justement quand est-ce que le volume 4 allait sortir. Quand on me répond une chose pareille, alors là moi je me dis, bah ok, j'ai même pas à expliquer ce qu'est Midi Minuit, elle sait ce que c'est. Et évidemment quand je lui ai proposé d'intégrer le film, elle a été immédiatement partante, et elle s'est réjouie du fait qu'enfin on allait révéler le fait que Pierre Etex, ce grand successeur de Chaplin, de Buster Keaton en France, ce maître du slapstick, avait aussi cet ancrage, ce goût pour le fantastique qui était assez méconnu ici, et effectivement j'ai appris à ce moment-là que c'était un fou du cauchemar de Dracula, un fou des proies du vampire de Fernando Mendes, qu'il allait lui-même au Midi Minuit dans les années 60 avec Jean-Claude Carrière, Jean-Claude Carrière qui est le scénariste d'Insomnie, et donc voilà, il avait toute sa place dans cette anthologie de court-métrage, d'autant plus qu'Alain Lebris avait fait un texte dithyrambique dans le numéro 17 de Midi Minuit à propos de ce film. On retrouve également F Futur, qui est un poème fétichiste absolument sidérant, un film de toute beauté. On a un autre film qui s'appelle La Maison du Juge, qu'on a cherché pendant 10 ans, on avait même perdu espoir de le retrouver. J'ai cherché dans toutes les cinémathèques, j'ai cherché chez tous les collectionneurs une copie de ce film dont m'avait parlé Jean-Pierre Guixou. C'était un film qui avait enflammé, enthousiasmé Jean Boulet à l'époque en 63-64. C'est un film tiré de Bram Stoker, La Maison du Juge, nouvelle qui venait juste d'être éditée et publiée par la revue Fiction à l'époque, et Serge Fouquet, c'est un jeune cinéaste de 20 ans qui en gros fait un film amateur. Les défauts du film nourrissent vraiment sa beauté. C'est un objet non identifié, c'est-à-dire qu'on peut se demander de quelle époque ça date. On pourrait croire que c'est un film muet qui aurait été sonorisé récemment, on peut se demander s'il s'agit d'un film français, d'un film étranger. Enfin, c'est très 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 bizarre, et c'est vraiment effrayant en fin de compte. Sa bizarrerie contribue à son effroi, et il y a eu vraiment quelque chose de magique pour nous sur ce film, donc on l'a cherché pendant 10 ans, et au moment de boucler le DVD, alors qu'on avait abandonné tout espoir de le retrouver, je vois une annonce passer, un magasin du nord de Paris qui s'appelle Ciné BD, une copie à vendre. Alors là j'appelle tout de suite, j'achète le film, et on n'a même pas cherché à le voir, on l'a numérisé direct, on l'a mis, voilà, on l'a découvert sous sa forme numérisée pour le DVD, et on est très très heureux de pouvoir le mettre. On a un autre film de toute beauté qui s'appelle De mes amours décomposés de Jacques Zimmer. Jacques Zimmer qui est un Midi Minuit de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il écrivait il a été rédacteur en chef de la revue du cinéma Images et Son, mais il était très proche de Michel Camp, de Jean-Claude Romer, de Eric Losfeld. D'ailleurs le film démarre par un remerciement à ces trois-là, et c'est un film éminemment Midi Minuit, c'est-à-dire c'est presque un manifeste du Midi Minuisme, en ce sens où il associe à la fois ce qu'il y a de plus noble dans la culture à l'époque, dans les années 60, c'est-à-dire la poésie du 19e siècle, parce que le film met en scène des poèmes ou des textes de Baudelaire, de Sade, de Lautréamont, de Lovecraft, et les met en scène en utilisant, en termes d'image, ce qu'il y a à l'époque de plus trivial au contraire, donc la bande dessinée gore des éditions Warren, Creepy, Airy, Vampirella, et la bande dessinée pour adultes telle que vient de l'inventer Eric Losfeld avec la saga de Xam de Nicolas Deville et de Jean Rollin.
On a un film également qui s'appelle Noviciat de Noël Beur, une fantasmagorie SM qui remet en scène cette figure chère à midi minuit qui est le voyeur, Peeping Tom, et qui le confronte à la vente fantastique, donc thème cher à midi minuit, mais en réinventant la vente fantastique sous les traits d'une sévère professeure de Jiu-Jitsu. Et ça, c'est tout un programme. On a également un très beau film de vampire, Chronique de voyage, de Robert Delaroche, qui prolonge un petit peu ce que faisait Fantasmagorie. Fantasmagorie inventait une Transylvanie valdoisienne. Et bien là, Chronique de voyage invente une Transylvanie normande. Voilà, et c'est très très beau. On a un film qui nous a été suggéré également par Christophe Beer, Sexana. Donc là, on est aux limites de l'érotisme soft. Sexana, c'est un petit peu Alice au pays du SM avec Joël Coeur, donc bien connu chez Jean Rollin ou chez Alain Robbe-Grillet, et bien connu des érotomanes des années 70. Elle était vraiment une star pour tous ces amateurs d'érotisme. Et le film, comment dire, quand Michel Caen ou Jean-Claude Romer ou Alain Lobry ou Jean Boulet au début des années 60 écrivaient des textes érotomanes dédiés à Elsa Lanchester, à Barbara Steele ou à Meyla Nurmi, eh bien je crois que secrètement quelque part ils rêvaient déjà à des films tels que Sexana. Et c'était la raison pour laquelle on voulait vraiment mettre ce film là, parce que ça ouvrait sur l'érotisme années 70 et sur l'évolution de la revue et sur ce qu'aurait pu devenir Midi Minuit si Midi Minuit avait continué d'être publié en 75, 76. On sait que Michel m'en avait parlé, on a retrouvé des couvertures de projets de renaissance de Midi Minuit à ce moment-là, en 75. Midi Minuit aurait pu devenir une revue entièrement dédiée à l'érotisme. En 1972, Eric Losfeld annonce dans son catalogue du printemps la sortie imminente d'un numéro 25 de Midi Minuit avec Christopher Lee dans Les cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker en couverture. Mais ce numéro ne va jamais sortir. Alors on sait qu'en fait ce numéro a une existence souterraine jusqu'en 1973 où il a été réenvisagé sous la forme d'un numéro 25-26, numéro double cette fois, qui reprenait l'ensemble des textes du numéro 25 plus d'autres textes qui le réactualisaient en gros en 1973. Voilà, résumer un petit peu l'histoire. En fait, moi mon travail pour republier ce numéro 25-26 a été assez compliqué parce que j'ai eu plein de versions contradictoires de cette histoire. Pendant des années en fait il n'y a eu qu'un seul numéro, le fameux numéro 25. C'est ce que racontait Jean-Claude Romer. Il expliquait qu'il avait d'ailleurs été maquetté, on n'a trouvé aucune trace de cette maquette, mais de son point de vue il avait été maquetté, et la maquette se serait perdue chez différents imprimeurs lorsque Eric Losfeld avait fait faire des devis en 1972. La trace la plus objective qu'on avait de ce numéro 25, c'était donc l'annonce dans le catalogue du printemps 72 des éditions du Terrain Vague, et une autre trace non moins importante, il y a eu une thèse en 1977 écrite par René Prédal, totalement consacrée à Midi Minuit Fantastique, dans laquelle, en annexe, on retrouvait tous les textes prévus pour ce numéro 25. Enfin, je dis tous les textes, en réalité, les textes les plus importants. Il n'y avait pas les critiques de films, il manquait un certain nombre de choses, mais il y avait vraiment le plat de résistance de ce numéro. Donc pendant longtemps, on a cru que le numéro perdu, c'était le numéro 25 de 72. Mais il se trouve qu'en 2013, lors d'une soirée au Nouveau Latina, une soirée de teasing pour annoncer l'imminence de du premier volume de l'intégrale Midi Minuit, Michel Caen et moi-même présentions un certain nombre de choses ce soir-là, et Michel Caen, en public, tout d'un coup annonce, et dans le dernier volume de l'intégrale, il y aura le fameux numéro 25-26, un numéro double jamais publié de Midi Minuit, que nous avions prévu de sortir en 73. Là, moi, je me retourne, ah bon, un numéro double, 25-26. Grosse surprise, alors là je me demande est-ce que c'est un effet d'annonce, est-ce que Michel fantasme totalement la chose 50 ans après, enfin qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors, évidemment moi je lui pose quelques questions, mais alors le numéro 25-26 qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit oui on avait prévu de sortir le numéro 25-26 en 73, on avait des textes qui finalement sont sortis dans Zoom, d'autres textes qui sont sortis ailleurs, et puis il y avait un certain nombre de textes inédits, notamment de la femme, Geneviève, notamment de Jean-Pierre Bouixou, notamment Bernard Charnacé, une preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer qu'il avait vu à Paris en 73, lors de l'avenue de Terence Fisher, enfin différentes choses comme ça. Je pose des questions aux uns et aux autres, à Jean-Pierre, à Bernard Charnacé, à la femme de Michel, et eux alors, se souviennent d'avoir écrit des textes, mais est-ce que c'était prévu pour un numéro 25 de Midi Minuit, un numéro 25-26 de Midi Minuit, voire pour Zoom que dirigeait à la même époque Michel?
impossible pour eux de s'en souvenir. Puis surtout, aucune trace des textes. Donc pendant un certain nombre d'années, moi j'ai ces informations contradictoires. Jean-Claude Romer, lui, se souvient absolument pas d'un numéro 25-26. Pour lui, c'était le numéro 25. Donc là, j'ai vraiment deux versions presque contradictoires, éventuellement complémentaires, mais j'en sais pas plus. Et puis, des années après la disparition de Michel, je finis par trouver chez Michel, en faisant des recherches photographiques, puisqu'il avait toujours des archives énormes, je finis par tomber sur un dossier où il y avait juste écrit MMF dessus, et là des textes manuscrits, et je retombe sur ces fameux textes inédits. Donc il y avait une critique des diables par Geneviève, il y avait deux textes de Jean-Pierre Bouixou, un texte dédié à Russmeyer et un autre texte dédié aux poupées maléfiques ou diaboliques de Raphaël Maronjus, qui était un de ses amis, un collaborateur de Midi Minuit, qui était visiblement destiné à une rubrique Art MMF, rubrique qu'on retrouvait vraiment dans les derniers numéros de Midi Minuit, dédié à différents artistes ou des peintres, ou des sculpteurs, ou des photographes, enfin différentes choses comme ça. Il y avait le fameux texte de Bernard Charnacé, donc la preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, qui complétait visiblement donc un dossier Hammer dans lequel il y avait une interview de Terence Fisher, de Peter Sasdy, de Peter Cushing, texte qui s'était retrouvé là pour le coup publié et dans Zoom et dans différentes autres revues. Donc visiblement avec ce texte totalement inédit de Bernard Charnacé, on reconstituait ce dossier qui avait été prévu pour Midi Minuit. Il y avait également une critique des Lèvres rouges faite par Bernard Charnacé. Et là, de toute évidence, on avait enfin corroboré la thèse de ce fameux numéro double 25-26, tel qu'imaginé par Michel, et qu'il n'avait finalement jamais abandonné. Alors là, je me suis dit qu'en fait, les deux versions coïncidaient, la version de Jean-Claude Romer en 72, et peut-être que de son point de vue, il avait totalement abandonné l'espoir de voir publier ce numéro en 73, tandis que Michel, lui, continuait d'y penser, continuait de constituer ce numéro, et donc voilà. Sauf qu'en 73, Eric Losfeld a été obligé de mettre grosso modo quasiment la clé sous la porte. Il n'a pas fait faillite en tant que tel, mais il ne pouvait plus rien publier, et donc le numéro n'a pas vu le jour. J'ai appris par la suite, en appelant René Prédal, que les fameux textes du numéro 25, tels qu'il les avait publiés en annexe dans sa thèse, Jean-Claude avait longtemps cru que Prédal les avait récupérés en les récupérant chez un imprimeur. Qui s'était débrouillé comme ça. En fin de compte, c'est Michel Caen qui les avait donnés lui-même à Prédal en 75, parce qu'avant 75, il avait abandonné tout espoir vraiment de republier la revue. Donc ce qu'on a fait, nous, pour le numéro, pour ce dernier volume, j'ai reconstitué le sommaire qui me semblait être le sommaire le plus véridique de ce numéro double 25-26, et puis on a essayé de faire une maquette qui soit la plus dans la continuité des derniers numéros de la revue. J'ai fait tous les choix iconographiques, parce que là on n'avait aucune indication d'une quelconque sorte pour ça, et donc on a finalement fait le numéro rêvé, voilà, de Midi Minuit, pour essayer de boucler la boucle et voir pourquoi pas d'ouvrir sur le futur, tout simplement. Rien n'est impossible en fait par rapport à la suite. C'est vrai que dans le bouquin, je termine l'introduction en disant la chose suivante. Rien n'interdit de substituer au numéro perdu et désormais retrouvé, c'est-à-dire le 25-26 qu'on a enfin édité dans ce livre, un numéro rêvé, et donc pourquoi pas un numéro 27 dans le futur, c'est-à-dire une reprise de Midi Minuit par d'autres moyens, sous une nouvelle forme actuelle, avec une équipe actuelle. Oui, rien n'empêche d'imaginer ça. C'est pas une promesse en même temps, ce que je fais là. Pour l'instant, c'est un rêve, mais j'imagine qu'il y a des tas de gens qui pourraient participer à ce rêve sans aucun problème. C'est-à-dire que les Midi Minuistes d'aujourd'hui, moi personnellement, je les identifie très bien, il y en a partout. T'en fais partie, Olivier. Des gens comme Bertrand Monicaud, comme Stéphanie Ménildo, comme Philippe Rouillet, comme François Angelier. Voilà. Aujourd'hui, il y a des Midi Minuistes dans la cinéphilie, un peu partout, dans des tas de médias. Je pense que tout le monde se reconnaît très bien là-dedans. Il suffit de voir la manière dont les uns et les autres ont accompagné pendant 10 ans cette intégrale pour comprendre qu'il y a cette espèce d'évidence. Donc c'est vrai que rien n'empêche d'imaginer, je sais pas, un MOOC, un livre, en tout cas de décliner le midi-minuisme au présent. Puisqu'on est à l'état de rêve, en poussant le rêve un peu plus loin, et pourquoi pas un cinéma
à la gloire de Midi Minuit, la renaissance du cinéma Midi Minuit. Rien n'empêche de rêver, effectivement une renaissance d'un Midi Minuit, c'est-à-dire la salle de cinéma effectivement, mais là pour le coup ce sera pas moi, parce que ça je sais pas du tout faire ça, très clairement. Après je sais que, j'en parlais l'autre jour avec Emmanuel Rossi, grand collectionneur qui a ce ciné-club privé que les Happy Few connaissent bien dans le nord de la capitale. Je sais que lui envisage, pourquoi pas, alors ce serait pas forcément le Midi Minuit, mais en tout cas un cinéma dans Paris, de lancer quelque chose de cet ordre-là, qui pourrait être, oui, une continuation du Midi Minuit aujourd'hui. Le retour du cinéma de quartier. Le retour du cinéma de quartier, voilà, exactement. Je pense que c'est une interview totalement Midi Minuit, toutes sortes de sons à ma gauche. A-t-on découpé un cadavre planqué dans des cartons, je ne sais pas, mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y aura un article dans le prochain Midi Minuit. Sans doute.